session à vous tous. Bon matin. Aujourd'hui, 11 septembre, on va commencer par se rappeler les tristes événements du 11 septembre 2001. Ça fait 23 ans aujourd'hui. Notre monde a changé ce jour-là. Il y a un avant puis un après 11 septembre. Donc, on pense évidemment aux victimes et à quel point notre monde a été secoué. On se rappelle tous exactement où on était, qu'est-ce qu'on faisait ce matin-là. On est ici pour vous parler de la motion de cet après-midi. On va débattre d'une motion sur un sujet extrêmement important. Quand on parle de s'occuper des infrastructures collégiales, c'est un enjeu hyper important et il faut peser sur l'accélérateur, appuyer sur l'accélérateur et surtout pas peser sur le frein. Le rapport de la VG qui est sorti au mois de mai tirait des constats alarmants. C'est à se demander si le gouvernement a lu ce rapport-là à l'envers. Qu'est-ce qui s'est passé cet été? 31 juillet, en plein milieu des vacances. Il y a une lettre qui est envoyée à tous les établissements leur imposant un plafond, des coupures draconiennes, alors que les budgets avaient été approuvés par les conseils d'administration, le pouvoir local, une question de gouvernance locale. Qu'est-ce que ça implique? On ne peut pas s'occuper adéquatement, donc, des bâtiments qui sont dans un état de vétusté extrêmement important. On ne peut pas s'occuper d'agrandissement. Il manque l'équivalent de 7 cégeps. Et au-delà de ça, au-delà du maintien, au-delà des espaces, c'est aussi une question d'achat d'équipement. Les cégeps se font dire, vous ne pouvez plus dépenser, vous avez un plafond. Dans certains cas, ils vont devoir faire des choix déchirants. Ne pas acheter d'équipement pédagogique, ça veut dire, c'est une question de programme, déployer des programmes, former nos jeunes, c'est une question d'acquisition de compétences. Moi, j'ai hâte de voir cet après-midi comment les députés de la CAQ vont réagir, comment ils vont se sentir quand ils vont voter sur cette motion-là. Est-ce qu'ils vont appuyer, est-ce qu'ils sont en appui à la décision de leur collègue, la ministre de l'Enseignement supérieur? J'ai vraiment hâte de voir l'issue des débats cet après-midi. Merci. Merci, Michel. Bien, comme vous pouvez le constater, ma collègue et moi et l'ensemble de notre caucus, on a été stupéfaits de la décision qui a été prise au cours de l'été. Puis c'est pour cette raison-là que Michel a déposé cette motion du mercredi sur l'enjeu donc des coupes draconiennes dans les infrastructures collégiales. Le premier ministre nous avait dit, lors du dépôt du dernier budget, priorité santé, éducation. Éducation, bien évidemment, bien, ça devrait comprendre l'enseignement supérieur et nous assurer donc que nous puissions donc disposer de toutes les ressources nécessaires pour l'entretien de nos infrastructures. Mais quand on dit priorité santé, moi, je suis porte-parole sur la main-d'œuvre, porte-parole emploi. Puis, partout à travers le Québec, moi, je rencontre des CCTT, je rencontre des employeurs qui nous disent, bien, nos jeunes, ils ont besoin d'avoir le bon matériau, les bons équipements pour être formés. Sinon, quand ils arrivent sur nos lieux de travail, bien, il faut qu'on fasse le travail par la suite à notre tour. On a dit priorité santé, nos infirmières. Si on n'est pas capable d'acheter des mannequins, si on n'est pas capable d'acheter l'équipement dont ils ont besoin pour la préparation aux soins, bien, on ne sera pas mieux formés. Donc, quand on dit priorité santé, éducation, bien, manifestement, on passe à côté. Puis nos jeunes, ils méritent mieux. Autrement dit, la CAQ va appliquer ce que le gouvernement Couillard a fait, l'austérité. C'est un peu ça que vous êtes en train de nous dire un matin. Non, c'est pas ça qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire, le premier ministre a dit que sa priorité, sa priorité parmi toutes ses priorités, c'est l'éducation. Il ne le démontre certainement pas avec les mesures draconiennes qui ont été prises. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on est rendu là? Pourquoi on est rendu à faire ces choix déchirants qu'on impose au cégep, qu'on impose aux établissements à la grandeur du Québec? C'est plutôt ça la question. Et moi, je pense que c'est les mauvais choix budgétaires du gouvernement de la CAQ qui nous forcent à être dans cette situation-là aujourd'hui. Est-ce que le collégial est l'enfant pauvre de l'éducation au Québec? Le collégial est-il l'enfant pauvre? Je pense qu'il faut s'occuper de nos établissements à tous les niveaux, mais clairement, le collégial souffre énormément en termes de déficit de maintien d'actifs accumulé extrêmement important, déficit d'espace. Je rappelle que la nouvelle présidente de la Fédération des cégeps a dit qu'il manquait l'équivalent de 7 cégeps. Et puis, on regarde les projections démographiques. Le gouvernement connaît les projections et même cette année, les inscriptions sont à la hausse, même au-delà de ce à quoi on s'attendait. Donc, en réponse simple à votre question, oui, il faut vraiment s'occuper de nos infrastructures collégiales. C'est l'avenir de nos jeunes. Est-ce que dans Terrebonne, vous avez déjà commencé à faire campagne ou vous avez des espoirs
remporter cette circonscription? Oui, écoutez, je pense que de toute façon, cette question-là reviendrait aux instances du parti. Là. Je pense qu'on a tous pris connaissance de la disponibilité de cette circonscription la semaine dernière lors de notre caucus précessionnel. Donc, on a reçu la question et notre chef a été très clair là-dessus. Nous ferons campagne dans Terrebonne et nous ferons campagne pour gagner. On va mettre toutes les chances de notre côté, puis toutes les énergies nécessaires pour assurer donc une victoire le cas échéant. Question de partir à l'avance comme le Parti québécois le fait, par exemple. Bien, écoutez, nous, on avait du travail à faire dans notre caucus précessionnel. On est plusieurs députés. C'était important pour nous de nous assurer de bien travailler nos dossiers, puis d'arriver devant vous, puis vous dire, bien, nous, nos priorités cet automne, c'est parler d'énergie, c'est parler de finances publiques, c'est parler de croissance économique. Si le Parti québécois avait fait le tour du terrain en une journée et demie dans leur caucus précessionnel, ils ont le droit de se gouverner comme ils le veulent, puis c'est manifestement donc ce qu'ils ont fait. Mais nous, on avait encore du travail à faire en caucus précessionnel. Il y a tout le problème de la mobilité sur la Couronne-Nord qui va faire partie de cette élection partielle-là. Les maires de la Couronne-Nord de Montréal seront ici aujourd'hui pour demander à la CAQ une meilleure mobilité. Le Parti libéral va se positionner où à ce chapitre-là pour ce qui est d'améliorer la mobilité, le transport collectif sur la Couronne-Nord? Bien, écoutez, il y a la question de la Couronne-Nord dont on parle aujourd'hui, puis je les comprends, les maires, là, de mettre cet enjeu-là de l'avant et d'exprimer un cri du cœur. Mais l'enjeu du transport collectif, c'est pas juste sur la Couronne-Nord, c'est partout à la grandeur du Québec. Moi, à chaque fois que j'ai une discussion avec un maire ou une mairesse, dans mon rôle de porte-parole en affaires municipales, on me parle toujours de transport collectif en premier. On parle d'habitation, on parle d'itinérance, on parle de ces trois grands chantiers-là pour lesquels le gouvernement fait preuve d'un désengagement assez incroyable. Et donc, il y a énormément de responsabilités sur les épaules des villes pour lesquelles les ressources ne suivent tout simplement pas. Nous, ce qu'on demande, on demande au gouvernement de se ressaisir et d'assumer ses responsabilités en transport collectif. Cette circonscription-là n'a jamais été pratiquement libérale. Est-ce que ça représente un défi supplémentaire pour votre formation? Bien, écoutez, je pense qu'on a toujours démontré que dans chacune des élections, qu'il s'agisse d'élections générales ou d'élections partielles, on a ce qu'il faut donc pour déployer toutes les énergies nécessaires sur le terrain. Puis c'est ce qu'on va faire dans Terrebonne, encore une fois. Il y a le conseil du patronat ce matin qui dit que les entreprises québécoises, c'est pas vrai qu'ils peuvent toujours payer plus cher leur facture d'électricité, que ça va nuire à la compétitivité du Québec. Et je me demandais si vous vous rangez derrière le conseil du patronat là-dessus. Sur la question de l'impact sur nos entreprises, l'impact sur nos pays, les hausses de tarifs, tout ça, je pense que ma collègue Marois Risky a très bien mis la table. Elle est de retour en forme. Elle s'assure que toutes les bonnes questions soient posées, que ce soit sur les tarifs, que ce soit généralement sur tout ce qui concerne l'avenir énergétique du Québec. Il y a un débat important qui est entamé. Ce sont les entreprises, les PME, entre autres. Je pense que Est-ce qu'ils doivent payer, réponse qu'ils cherchent. est-ce qu'ils doivent payer plus au niveau des tarifs hydroélectriques, payer le juste coût? Encore une fois, la question des tarifs, elle est extrêmement importante. Il faut se demander pourquoi sommes-nous rendus là avec la CAQ à se poser des questions sur qui va payer pour tous ces investissements-là. Je vais laisser ma collègue Marois Risky continuer à faire son excellent travail. Hydro-Québec parle d'une augmentation annuelle limitée à 4 ou 5 % Est-ce que c'est trop haut, selon vous? Qu'est-ce que vous pensez de ce chiffre-là qui a été avancé hier par M. Séville? Je ne commenterai pas les chiffres précis qui ont été avancés. Je ramène la question, telle qu'elle a été très bien posée par ma collègue, pourquoi sommes-nous rendus là à nous demander qui va payer la facture? La question des tarifs, on connaît la position du premier ministre. C'est un débat extrêmement important. Mais nous, on le dit, là, que nos PME souffrent dans la question de l'énergie à plusieurs niveaux, sur la question de la disponibilité des blocs d'énergie, le fait que nos PME, les entreprises québécoises, aient peut-être eu un traitement de second plan vis-à-vis des entreprises étrangères. Ce sont toutes des questions qui sont débattues actuellement. Puis on a entièrement confiance en notre collègue qui va poser les bonnes questions. S'il devait y avoir, à votre avis, à vous, là, pas celle de Mme Risky, là, mais à vous, si les entreprises essuient des augmentations de 4-5 % à qui vont refiler la facture, à votre avis? Mais encore une fois, la question, elle doit être débattue. Ce n'est pas une question de mon opinion ou pas. On va débattre de tous ces enjeux-là. C'est parce que moi, je cherche à avoir votre opinion à vous, là. Moi, je suis une entreprise. J'ai une augmentation dans un de mes secteurs de 4-5 % en énergie.
Alors, quand je vends mon produit, mettons que je vends des Stumpik, bien, mes Stumpik, ils ont un coût de ceci, puis il vient d'augmenter un peu. Alors, à qui je refile la facture? Là, je vous mets la réponse dans la bouche, là. Moi, j'ai un problème avec ce que le gouvernement de la CAQ est en train d'imposer comme fardeau à nos PME. C'est une question sur un autre sujet d'actualité puis dont tout le monde parle ce matin. Madame Cadet, sauf erreur, vos parents sont venus d'Haïti. Vous connaissez bien la communauté haïtienne à Montréal et tout ça. Vous avez réagi comment? Parce que je présume que vous l'avez écouté, le débat hier soir, quand vous avez entendu M. Trump parler des Haïtiens qui mangent des chats. Bien, écoutez, c'est absolument désolant, là. C'est absolument désolant qu'un candidat à la présidentielle américaine arrive sur une tribune de cette stature-là, de cette hauteur-là, puis déblatère des mensonges comme ceux-là. Je pense que ça ne fait pas honneur au rôle qu'il tente d'obtenir. Je pense qu'il blesse bien des gens, qu'ils soient d'origine haïtienne ou non, aux États-Unis ou non, et que c'est tout à fait antiprésidentiel. Et bon, vous ne craignez pas quand même qu'il y ait un genre de stigma envers des Haïtiens, parce que même si on sait ici que c'est des faussetés, il y a des gens qui croient n'importe quoi. Bien, c'est toujours un risque. C'est toujours un risque, puis bon... On ne fera pas donc l'histoire donc, sur d'autres rumeurs là, qui ont couru, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, donc sur la communauté haïtienne. Donc, ça demeure toujours un risque lorsqu'on arrive sur une tribune comme celle-là, qui vient avec un certain degré de crédibilité et que l'on profère donc ce type de mensonge-là. Évidemment qu'il y a un risque donc, de stigma. Je pense que les modérateurs donc, ont quand même fait donc, un bon travail de vérification des faits en temps réel pour tenter donc de débusquer un peu là, les propos de l'ancien président Trump. Votre collègue Frédéric Beauchemin se lance finalement dans la course à la chefferie. Donc, lui a pris sa décision. Vous, avez-vous pris une décision? Qui appuyez? Vous en êtes où dans votre Ma réflexion, elle n'est pas complétée. Je pense que quand elle le sera, vous serez les premiers au courant. Bien, moi, je fais partie du groupe des officiers. Je suis leader parlementaire adjointe. Donc, dans le cadre de mes fonctions au sein du caucus, je suis neutre. La course n'est pas encore entamée. On ne connaît même pas encore la liste officielle des candidats. Je pense que c'est un peu prématuré. Dans l'urne, seul devant vous, vous allez déposer votre bulletin. Ça, jusque-là, ça va être ça. Les choses peuvent évoluer, mais là, moi, à court terme, court moyen terme, je suis officier, je suis neutre. Est-ce que je peux... Voilà, je m'arrête ici. If I can jump in English. All the mayors from the north of Montreal will be here. They are represented by CAQ MNAs as we speak. Public transit will be a major issue in the by-election in Terrebonne. I would like to know how Quebec Liberals will position themselves to win this by-election. We will work hard in Terrebonne. The question of public transportation is extremely important in Terrebonne, in that area. I spoke to the mayor and everywhere else a few months ago, so it's a very important issue for them, but it's an important issue across the province. And what we're seeing is the CAQ government being absent, abandoning municipalities. They're playing an important role on this issue, on the issue of housing, on the issue of homelessness. I'm sorry. All these issues are now putting huge pressure on municipalities, and the government is abandoning them. The funds are not there for the municipalities to offer services, and it's a question of transport. It's a question of keeping the youth. It's a question of attracting workers. So it touches on the economy. It's extremely important for our party, and we will definitely be... But you'll have mayors of this region at the National Assembly at noon saying that they cannot take it anymore because it hurts their own economic development. The Quebec Liberals is a very important party for the economy, so how are you going to jump in? Well, first of all, we're going to be listening to them today, listening to what they have to say, and it will definitely be part of our platform. And
Mr. Legault said yesterday in response to what Michael Sibia said with Mr. Fitzgibbon's approach to not give megawatts to businesses here in Quebec to decarbonize. The focus is more on foreign businesses like Nordvolt. He said that I'm focusing on high-paid jobs, but then the president of Sorel Forge, who didn't receive megawatts to decarbonize, is saying, hey, I'm paying my workers $50 per hour. So how are you going to pursue this line of attack against Mr. Legault and his nationalist government? Well, our colleague Marois Risky is already back, and she's in shape, and she's going to be attacking and asking all the questions. But on this particular issue, you put your finger on it. The CAQ government is showing economic nationalism? I don't think so. I don't think so. And even the CEO of Hydro-Quebec yesterday said in his response, it was very clear that Quebec businesses are not getting the same treatment or seem to be being put on a second level as opposed to foreign companies. So it's something that we've brought forward, and we will keep asking for answers, asking for a clear vision on this issue. On CEGEPs, you spoke out this morning on the cuts to CEGEP infrastructure, but you've also spoken out against the deficit this year that the CAQ government presented. So if not by cutting in CEGEPs, where do you expect them to get the money? What would you like to see them do differently? We want them to make wise choices and to govern and to have a responsible approach to the way that they're managing public funds. We find ourselves in a position today that they are responsible for. Exactly. They were supposed to listen. Let's go back to 6 years ago. The Liberal government left a $7 billion surplus that was completely wasted. It's gone. 6 years later, we find ourselves with a historic deficit of $11 billion. That's a delta of $18 billion in only 6 years. And that is attributable to the CAQ and its bad governance, bad choices, sending all these electoral checks, $500 first time and second time, $400 and $600. My family received 2 checks. We didn't need that money. That is what I call wasting taxpayers' money instead of being more targeted to those who really needed those funds. Let's talk about the grant for the LA Kings. The Kings will be coming to play in a few weeks. All these bad choices are responsible for the situation we find ourselves in today. So why are the cuts to CEGEP so detrimental in your view? Because it's not just a question of taking care of the building of the envelope. It's not a question of just, we can wait a year or two for brick and mortar or for plumbing or for heating or for ventilation. It's a question of making sure that we are meeting the targets. La vérificatrice générale, she said in her report, and it's very, very clear, here's the situation. 70% of the buildings are in bad shape. 2/3 and are in bad shape. And our target is to have 70% of the buildings in good shape in 2026. So we need to accelerate, we need to spend the money, and the CAQ is doing the contrary. And it's important for our youth, so it's not just a question of maintaining the building and making sure we have the space. It's also a question of making sure that our youth have a good working environment to study, and to make sure that it's for their well-being. It's to make sure that, as my colleague said, that they have the proper training with the proper equipment. Focusing on our youth should be our priority. Yeah, who do you on Frederic Beauchemin and his official launch for Liberal leadership? Are either of you considering a run? Considering to run. To run. Oh, to run? No, I'm not considering to run. Yeah. Can I go back to the debate last night and Mr. Trump's comments that have been going on migrants from Haiti in Ohio eating cats? How do you react to this? Well, first I rolled my eyes because unfortunately, this was unsurprising coming from President Trump's mouth. But it was also very
this is something that makes us all angry. That someone who has access to such a tribune to be able to profess such lies, and to me, it is absolutely unacceptable for any leader anywhere around the world, like to comment, to make such comments that can create stigmas around some part of the population.